Bonjour à tous. Merci de rejoindre ce webinaire Equilex consacré à la copropriété à l'heure du Covid-19. On est concerné par un certain nombre de difficultés auxquelles on va essayer de répondre. Vous me connaissez peut-être, Jean-Marc Roux, enseignant à la faculté de droit d'Aix-en-Provence et directeur scientifique des éditions Equilex. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Denis Franchet, qui est syndic de copropriété à Lyon. Renaud Franchet. Renaud Franchet, qui est syndic de Bonjour. copropriété à Lyon et qui est membre de l'UNIS. Et ensemble, nous allons essayer de démêler un certain nombre de points consacrés à la gestion des copropriétés, puisque on avait déjà utilisé cette formule il y a une semaine pour aborder avec vous la question des mandats de syndic de copropriété, mandats de syndic qui allaient arriver à terme, et on avait évoqué cette ordonnance de mars 2020 qui avait conduit à prolonger les contrats de syndic. Donc, on ne va pas aborder un certain nombre de questions relatives à cette prorogation ou ce renouvellement. L'ordonnance utilise le terme renouvellement des mandats de syndic et de tenue de l'Assemblée générale, en tout cas pas directement, puisqu'elle a fait l'objet d'un webinaire la semaine dernière, mais je vous engage à aller sur la chaîne Edilex sur YouTube pour écouter ou réécouter cette intervention qui avait pour but justement les mandats de syndic et l'Assemblée générale. En revanche, aujourd'hui, nous voudrions aborder un certain nombre de points éminemment pratiques, puisque ça concerne la gestion de la copropriété et plus particulièrement des questions qui sont relatives aux parties communes, aux concierges et gardiens d'immeubles, aux charges de copropriété, donc des questions que vont se poser parfois les copropriétaires, parfois les personnes qui sont chargées de gérer les copropriétés. Le nombre important, et je vous en remercie, de participants aujourd'hui nous a conduit, malheureusement, parce qu'on ne peut pas faire ça avec une échelle qui est aussi importante que la vôtre, puisque vous êtes plus de 400 à vous être inscrits, quasiment 500 à vous être inscrits pour ce webinaire, mais il est apparu qu'on ne pouvait pas vous permettre de poser des questions sur les thèmes que l'on va aborder ensemble avec M. Franchet. En revanche, il a été demandé à un certain nombre d'entre vous qui le souhaitiez de poser des questions préalablement, questions auxquelles on va essayer de répondre, puisqu'on est en mesure ici de faire le point sur des aspects pratiques auxquels on n'avait pas nécessairement pensé quand nous avons préparé cette intervention, mais en tout cas, il y a un certain nombre de points qu'on va aborder, des questions que vous avez posées précédemment, et c'est donc la raison pour laquelle vous ne pouvez pas directement poser des questions. C'est une formule qui, eu égard à l'ampleur des participants, n'a pas été susceptible d'être envisagée. Voilà. Alors, pour aborder le point numéro 1 directement, puisque je vous ai dit qu'on allait avoir 3 thèmes qui vont nous permettre, dans l'heure qui suit, d'aborder ces questions à la fois juridiques et pratiques, on a le domaine des concierges, gardiens et employés d'immeubles. En effet, on rappelle les principes, c'est souvent d'ailleurs la tâche qui me sera dévolue pendant cette intervention. Rappel des principes juridiques, proposition de solution. Monsieur Franchet pourra intervenir quand il le veut, ou j'évoquerai également certains points très concrets avec lui pour vous permettre d'avoir un maximum de solutions viables, pratiques et correctes. Puisqu'il y a une précision que je voudrais apporter, l'ensemble des questions qui vont être abordées cet après-midi le seront sur la base à la fois de ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire les règles effectivement applicables aujourd'hui, le seront également à la lumière des ordonnances qui sont intervenues, et il y en a plusieurs, il n'y a pas que l'ordonnance sur le contrat de syndic et l'Assemblée générale, mais il y a plusieurs dizaines d'ordonnances qui ont été rendues s'agissant de cet impact de la crise sanitaire en France, dans tous les domaines d'application. Et donc, on a un petit recul vis-à-vis de cette ordonnance. On a également des situations qui sont à la limite, à la frontière des aspects juridiques et pratiques. Donc, vous nous pardonnerez par avance de ne pas parfois vous apporter de solutions certaines sur le plan juridique. On pourra émettre parfois des hypothèses. On pourra également faire application des règles aussi d'opportunité ou de bon sens, dans la mesure où on n'a pas nécessairement la réponse précise aux questions qui ont été déposées dans le cadre des textes sur la copropriété ou sur les ordonnances qui ont été rendues par les pouvoirs publics jusqu'à présent. Alors, s'agissant des concierges et gardiens d'immeubles, je rappellerai les règles très, très générales. Vous savez que le concierge, le gardien ou l'employé d'immeuble est le salarié du syndicat des copropriétaires et non pas
comme certains le pensent, salarié du syndic de la copropriété. En revanche, il découle de l'article 31 du décret 1967 que le syndic de copropriété va lui pouvoir donner des instructions, va fixer les conditions du travail de l'employé, du concierge ou du gardien d'immeuble. Et c'est le droit du travail qui va s'appliquer, c'est le droit du travail pur et dur qui va s'appliquer, avec aussi une convention collective qui régisse ce domaine d'activité. Et un certain nombre de questions ont donc été posées sur ces aspects. La première concerne la possibilité de recourir au chômage partiel. On se réfère ici au texte Code du travail, article L 5122.1 et suivant, qui prévoit que dans certaines circonstances de caractère exceptionnel, l'employeur a la possibilité de mettre au chômage partiel ses salariés. Alors, l'hypothèse qui semblait correspondre aux dispositions du Code du travail, c'était une diminution de la durée hebdomadaire du travail qui va être imposée aux salariés. Il faudra, dans cette optique-là, procéder à une déclaration préalable, une demande d'autorisation préalable, plus exactement, auprès de la directe. Mais les justifications à apporter, le contexte dans lequel la question intervient en matière de copropriété ne me semble pas nécessairement coller avec les dispositions du Code du travail. Le salarié, ici, d'après moi, ne pourrait pas, en tout cas facilement, obtenir ces mesures de chômage partiel, dans la mesure où c'est une procédure qui est très longue, qui est assez compliquée et qui, encore une fois, ne me semble pas correspondre aux situations qui sont visées par le Code du travail. Je ne sais pas si Renaud Franchet a quelque chose à préciser sur cet aspect. Oui, tout à fait. En matière de chômage partiel, d'abord, ce n'est pas l'employé qui le demande, c'est d'abord l'employeur qui doit faire la démarche de mettre ses salariés éventuellement au chômage partiel. Et ce qu'on disait en préparant ce webinaire, pour moi, le syndicat de copropriété n'est pas une entreprise en tant que telle, donc il n'y a pas de problématique économique qui justifie le basculement au chômage partiel d'un syndicat de copropriété. De surcroît, l'autorisation se fait par numéro de SIRET. Donc, en fait, il faudrait faire une demande d'autorisation de chômage partiel par numéro de SIRET de copropriété, donc c'est un petit peu lourd. Et objectivement, on sera à côté de la plaque. Et chômage partiel, ça veut dire quoi? Ça, on va réduire l'amplitude horaire de notre gardien. Donc, on va lui demander de faire moins de choses, voire plus rien du tout. Si on lui demande de plus rien faire du tout, il faut qu'on pallie à cette carence par la mise en place d'un service complémentaire. Donc, ça veut dire recours à une entreprise, vraisemblablement, qui va générer des coûts. Et derrière, si on n'obtient pas de l'État la prise en charge de l'activité partielle, on va en fait avoir un double coût qui sera quand même très compliqué de justifier face à nos clients à l'Assemblée générale. Et donc, à mon sens, le chômage partiel est une très mauvaise idée en matière de copropriété. Alors, l'autre question qui est posée assez régulièrement et que j'entends évoquer à la fois par les praticiens, par les avocats ou par un certain nombre d'organisations représentatives de la profession de concierge et gardien, c'est le droit de retrait du salarié. Là, on vise une série de dispositions spécifiques du Code du travail, article L 4131.1 et suivant du Code du travail, dans une situation qui peut sembler correspondre à celle que l'on vit actuellement, en tout cas pour certains des concierges et gardiens d'immeubles, le salarié qui va alerter l'employeur sur une situation de travail, je cite, dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour son travail, pour sa vie ou sa santé. Et donc, dans ce cas-là, il pourrait se retirer d'une telle situation. Il n'y a pas d'accord à demander à proprement parler. C'est une information qui est effectuée. L'employeur ne pourrait pas demander au salarié d'assurer effectivement son travail si la situation persiste, si le danger continue de se présenter. Et aucune sanction, c'est ce que prévoit spécifiquement l'article L 4131.3 du Code du travail, aucune sanction n'est encourue par le salarié ou retenue de salaire qui s'est retiré dans ces conditions. Alors, on pourrait imaginer, on l'avait évoqué également avec Renaud Franchet lorsqu'on avait préparé cette intervention, qu'un salarié qui est asthmatique, qui a des problèmes sévères, des problèmes pulmonaires par exemple, qui est cardiaque, on sait que c'est une population qui est à risque, qui a un âge également qui est relativement avancé, pourrait craindre pour sa santé ou pour sa vie
s'il sait, par exemple, et c'est une question qu'on évoquera à nouveau tout à l'heure pour notre point, s'il sait que dans l'immeuble, il y a une, voire plusieurs personnes atteintes du Covid-19. J'aimerais vous signaler un point particulier qui pourra nous servir également dans un autre point spécifique qu'on abordera tout à l'heure. Il existe, vous en avez peut-être entendu parler, une recommandation du 18 mars 2020, qui est une recommandation qui émane d'un certain nombre d'organisations professionnelles telles que l'UNIS, la FNAIM ou le SNPI, et d'organisations également qui sont représentatives des employeurs, notamment l'ARC, recommandations qui abordent un certain nombre de points qui vont intéresser les concierges, gardiens et employés d'immeubles confrontés à cette situation, à cette crise sanitaire particulière. Et lorsqu'on consulte cette recommandation, on s'aperçoit que selon ces organisations dont j'ai parlé, la situation dans laquelle on se trouve ne constituerait pas, selon elles, un motif raisonnable si on respecte les mesures gouvernementales, c'est-à-dire les gestes barrières qu'on va vous rappeler ou que vous connaissez, et un certain nombre d'autres précautions à prendre. Voilà où on en est à présent. Si on lit le texte du Code du travail à la lettre, on pourrait imaginer qu'un salarié puisse être concerné par ce droit de retrait et l'exerce. Maintenant, je ne sais pas ce que M. Franchet en pense, on est dans une situation qui pourra un syndic est particulière, le concierge, le gardien, a priori, comme nous tous d'ailleurs, quand on sort faire des courses, on n'est pas nécessairement exposé à un risque particulier pour notre vie ou pour notre santé, sauf que si le salarié de son côté, lui, est en situation fragile, là, je pense qu'on peut se poser raisonnablement la question. En fait, on est tous, autant qu'on est professionnel, particulier ou autre, on est tous, chaque jour, on découvre une chose nouvelle, on est dans un monde complètement incertain, nouveau pour tout. Et il faut effectivement raisonner avec beaucoup de pragmatisme, mais de temps en temps, ne pas trop se poser de questions, puisqu'aujourd'hui, tout est nouveau. Sur la problématique des gardiens, il y a une chose qui est, à mon sens, essentielle quand on est professionnel, et c'est dans notre devoir d'employeur, c'est déjà en fait, et les conseils qu'on peut donner, alors je n'ai pas prétention d'avoir la science infuse, mais juste de passer un coup de fil à chacun des salariés qu'on représente, des syndicats de copropriétaires, pour savoir s'ils ont du matériel de sécurité, à savoir des gants essentiellement, des produits désinfectants, le masque n'étant pas avéré comme étant une source de protection évidente dès lors qu'on n'est pas malade. Donc l'essentiel, c'est les gants, tout le matériel de désinfection. Et puis après, c'est prendre un petit peu le pouls de chacun des salariés. Pour ma petite expérience professionnelle, moi, j'ai eu une salariée qui a fait valoir son droit de retrait parce qu'elle était effectivement avait des problèmes pulmonaires. Donc là, c'était évident. Quand on est rentré dans le cadre de l'arrêt de travail Covid qu'elle a généré toute seule sans passer devant le médecin pendant 21 jours. Donc là-dessus, nous, on a géré son remplacement uniquement par la prestation gestion des bacs poubelles, et on met un petit peu entre parenthèses l'entretien des communs. C'est une copropriété à 15 lots, qui a moins de passages dans les communs. Donc on met un petit peu on sursoit un petit peu au ménage. On fera peut-être une intervention spot dans le mois, et on verra. Par contre, on l'a effectivement complètement validé son droit de retrait, qui était bien légitime. Après, donc, nous, on a communiqué auprès de tous nos gardiens le rappel des gestes essentiels, les gestes barrières, et effectivement, on leur a demandé à ce qu'ils ferment les loges. Donc, ça fait les horaires de présence en loge, c'est fini. Donc, personne ne peut passer dans la loge pour leur demander quoi que ce soit. Donc, on a fait faire des affiches qu'ils ont mises sur leur porte, ce qui permet en fait. Et après, voilà, je dirais, le devoir de tous les citoyens, c'est de se protéger et de protéger l'autre. Et donc, on évite d'être trop nombreux dans les communs. Et les gardiens, nous, on leur a demandé de se concentrer sur les gestes essentiels de nettoyage des parties où tout le monde met les mains, donc les poignées de porte, les boutons ascenseurs, interphone, digicode. Et puis voilà, en fait. Et aujourd'hui, nous, on a une quarantaine de salariés et j'ai eu un seul droit de retrait. Et je suis encore passé ce matin à faire un petit tour auprès de certains. Globalement, ça se passe plutôt bien. Ils ne sont pas spécialement inquiets. Et en tout cas, ils sont très respectueux des consignes qu'on leur a données. Et globalement, voilà, moi, je suis assez positivement étonné de leur capacité, en fait, à justement à garder leur emploi et à ne pas vouloir systématiquement s'arrêter à le droit de retrait pour telle ou telle chose. Donc, pour moi, je trouve que ça se passe plutôt bien aujourd'hui, et ils assument parfaitement leur rôle de gardien. Alors,
Pour rebondir justement sur certains points que vous avez abordés il y a un instant, on a eu effectivement un certain nombre d'interrogations sur les obligations du syndic dans ce cadre-là. On parlait, vous avez évoqué les gestes barrières, vous avez évoqué le nettoyage des éléments d'équipement qui étaient utilisés par un certain nombre de personnes très, très régulièrement au sein de l'immeuble. On nous a demandé s'il existait, s'il y avait une obligation de conseil, une obligation de sécurité qui pèse sur le syndic de copropriété. Vous avez évoqué une démarche qui me semble parfaitement légitime, à savoir le fait de rentrer en contact déjà avec le salarié, de lui expliquer un certain nombre de choses, de précautions à prendre, le fait de lui fournir également les matériels dont il a besoin pour l'exercice de sa profession, parce que là aussi, il peut très bien dire j'aimerais bien faire le nettoyage des poignées des ascenseurs ou des mains courantes dans les cages d'escalier, mais encore faut-il que je puisse avoir les moyens à ma disposition. Et ça, vous en avez parlé. Il y a un autre point que je voudrais souligner, c'est que le syndic de copropriété pourrait aussi, et devrait d'après moi, faire en sorte que les copropriétaires soient aussi informés. Informer le conseil syndical, informer les copropriétaires de la présence, du maintien de la présence du gardien au sein de l'immeuble, de le fait également d'avoir un certain nombre de gestes qui puissent limiter la possibilité de propager le virus au sein de l'immeuble en respectant également le travail fait par le gardien de l'immeuble. Donc, information des copropriétaires, Et là, on n'a pas besoin d'avoir des formes particulières pour ça. Ça peut être un affichage dans les parties communes, ça peut être un envoi de mail ou un autre biais. Les affichages des gestes barrières, donc les affiches même produites par Santé France sont parfaites. Il n'y a rien à inventer en fait. Il suffit juste de reproduire. On peut communiquer avec, donc effectivement, nous on a dit ça, donc, sur les portes de loge. Et après, on a mis sur tous les intranets clients, en fait, on a rappelé la distanciation sociale et les gestes barrières. Et donc là, chaque copropriétaire, quand il se connecte sur son intranet, on lui rappelle. Et dans les zones où on a des gardiens, ils ont pour consigne de ne pas aller lui demander les services comme ils peuvent le faire en temps normal. Donc, habituellement. Faut que tout le monde soit un petit peu, participe à l'effort collectif pour que on s'en sorte au mieux de cette période un petit peu étrange pour le peu. Ouais. Et dernière question qui concerne, en tout cas des questions récurrentes, qui concernent les gardiens, peut-on forcer un salarié à prendre des congés et peut-on déterminer les dates pour lesquelles les congés pourraient être pris. À ce titre-là, il n'y a, à ma connaissance, qu'une ordonnance, là aussi une des ordonnances du 25 janvier 2020, qui prévoit dans son article 3, c'est l'ordonnance 2020-323, pour ceux qui souhaiteraient la chercher sur Légifrance, qui prévoit que s'il y a un intérêt légitime pour l'entreprise, et vous avez évoqué cette question de l'entreprise également tout à l'heure, et eu égard aux difficultés économiques, l'employeur peut décider soit de la prise de repos à des dates déterminées par lui, soit modifier unilatéralement la date de prise de congé. Selon moi, l'ordonnance ne serait pas applicable aux syndicats de copropriétaires, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise qui existerait, parce que l'ordonnance que j'ai évoquée du 25 mars 2020 pose comme condition préalable qu'il y ait un accord de branche ou un accord d'entreprise pour permettre le jeu de cette disposition et permettre donc aux salariés qui a des jours de congé à prendre qu'ils les prennent maintenant plutôt qu'ils les prennent à un moment un peu plus éloigné pour permettre justement de faire face à la situation particulière. Vous avez une pratique, vous, spécifique de cette demande de congé? Donc, on en a eu parce qu'effectivement, alors ça, pour revenir sur ce que vous disiez, il n'y a pas eu d'accord de branche et en plus, le syndicat n'étant pas une entreprise en tant que telle, on n'a pas de représentant du personnel, il n'y a pas de CSE, on a un syndicat copropriétaire, donc on ne peut pas avoir d'accord d'entreprise et a fortiori, il n'y a pas d'accord de branche. Donc cette disposition pour imposer des congés payés, pour moi, elle ne s'applique pas. Et je ne jouerai pas à essayer de l'appliquer. Après, donc, nous, on a eu des cas de gardiens qui avaient pris des congés là, pendant le mois d'avril, malheureusement pour eux, et ils nous ont demandé de pouvoir surseoir à ces congés, de pouvoir les poser plus tard. Et donc, nous, on a pris pour partie de forcément
aller dans leur sens et leur dire oui, ok, on entend. Et donc, on est prêt à annuler vos congés. On entend que vous puissiez les reprendre, donc à des dates à définir quand on sortira un petit peu de cette situation. Et nous, on a proposé donc aux gardiens de pouvoir effectivement, s'ils n'arrivent pas à les prendre avant le 31 mai, de déporter sur la période de congé suivante. C'est-à-dire en fait avoir un crédit de congé un peu supérieur aux jours cumulés normalement dans l'année. Avec un principe, c'est qu'on leur a dit qu'on ne les payerait pas. Donc, c'est les congés qu'ils devraient prendre. Soit ils les prennent, soit ils les perdent, mais en tout cas, on ne les payera pas. Donc, ça, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler, puisque je ne voulais pas rentrer et imposer des congés à un gardien dans cette période un peu compliquée. Quand on connaît aussi souvent la taille des loges, ça ne me paraissait pas être une bonne idée. Et en plus, juridiquement, elle était, à mon avis, parfaitement discutable. Donc, nous, voilà. Alors après, toujours pareil, je pense que le maître mot de cette période un petit peu trouble, c'est de savoir s'adapter et de vraiment le pragmatisme est une valeur, à mon avis, qu'il ne faut pas du tout oublier dans ces temps compliqués. Et après, c'est du cas par cas. Donc, on fait du sur-mesure et du cas par cas. Mais voilà un petit peu, nous, sur l'aspect congé, comment on a décidé de le traiter chez nous. Oui, parce qu'en dehors de la pure règle juridique, on peut également aussi raisonner en opportunité. On peut raisonner en prenant en compte des hypothèses qui sont au cas par cas en fonction de la personne, du salarié, en fonction de l'immeuble à proprement parler. Bien, je vous propose de passer au deuxième thème qui concerne les parties communes. Et par les parties communes, je voudrais envisager un certain nombre de circonstances qui ont pour point commun justement une interrogation générale. Comment faire dans cette situation spécifique que nous vivons? Peut-on réglementer l'accès à l'immeuble? On a eu la question à plusieurs reprises d'ailleurs, et elle a eu un écho dans les journaux, en tout cas dans certains journaux. Peut-on établir un règlement intérieur? Peut-on toujours effectuer un certain nombre de travaux qui ont été soit programmés, soit qui sont urgents au sein de l'immeuble? Peut-on et doit-on aussi avoir, et ça c'est une question qui est débattue, on voit des solutions aller dans tous les sens, doit-on avoir l'attestation de déplacement dérogatoire lorsqu'on se déplace dans les parties communes? Alors, je voudrais aborder ces différents aspects en abordant tout d'abord la question des travaux urgents. Alors, travaux urgents, attention, au sens du droit de la copropriété. Je veux dire par là que, vous savez, je pense que dans le cadre de la loi 65 et du décret 67, un certain nombre de prévisions existent depuis très longtemps, permettant aux syndics de copropriété un droit d'initiative. Le syndic n'a pas le droit de prendre des décisions au sein de l'Assemblée générale, ni même d'ailleurs le conseil syndical, on va y revenir. Mais en revanche, dans certaines situations particulières, telles que la nécessité d'assurer, je cite la loi 65, la sauvegarde de l'immeuble, il peut décider de sa propre initiative, de son propre chef, d'effectuer ces travaux. Alors, bien entendu, il n'y a pas de situation unique dans l'hypothèse de travaux urgents. En revanche, la jurisprudence s'accorde pour dire que les travaux urgents impliquent la réunion de deux conditions cumulatives. Première condition, une rapidité qui doit être prise en compte. On doit faire les travaux dans un temps très très réduit. Vous avez compris, c'est incompatible avec la possibilité de réunir une assemblée générale à 21 jours. Et puis un impératif absolu, une nécessité absolue d'effectuer les travaux. Ce sont ces deux conditions qui, selon la jurisprudence, sont en mesure de justifier l'initiative du syndic de copropriété. On peut imaginer une canalisation qui se rompt, on peut imaginer un toit qui soit fragilisé en raison du vent et X autres possibilités. Donc, la mise en sécurité, les travaux de mise en sécurité, parce que c'est de ça dont on parle, ce ne sont pas les travaux qui vont remettre l'immeuble à neuf ou la canalisation à neuf, mais les travaux de mise en sécurité vont pouvoir être faits par le syndic de copropriété avec, dans un premier temps, l'avis du conseil syndical qui doit être pris et la possibilité ensuite pour le syndic de convoquer l'Assemblée générale. Alors bien sûr, vous doutez que c'est dès qu'il pourra convoquer l'Assemblée générale et non pas dans les jours qui viennent, puisque confinement oblige. Donc voilà les règles spécifiques applicables au droit de la copropriété. Je ne sais pas si vous avez été confronté à cette situation ou si vous imaginez quelque chose
à souligner dans le cadre de cette période que nous vivons en matière de Non, confinement? après, les règles, de toute façon, les travaux d'urgence, ils ne changent pas, qu'on soit en Covid ou pas Covid. Donc, la règle, elle est établie. Effectivement, on a des difficultés complémentaires, notamment sur la tenue de l'Assemblée générale qui pourrait ratifier les appels de fonds permettant de financer de la mise en sécurité. Oui, effectivement, on aurait ces problèmes-là. Après, encore une fois, on est sur une période complètement inconnue, donc il va falloir qu'on ait des réflexes différents. Et ça veut dire que il faudra effectivement jongler un peu avec peut-être quelques trésoreries de fournisseurs, parce qu'on ne pourra peut-être pas régler rubis sur l'ongle comme on avait l'habitude de le faire, puisqu'on n'aura pas pu générer nos appels de fonds. Mais de toute façon, il faudra bien mettre en sécurité, et on mettra en sécurité. L'autre problème, moi, que je vois, indépendamment de ces problèmes d'ordre financier et juridique, mais le vrai problème, c'est le problème de trouver les entreprises, parce que pas plus tard, dès lors que le président de la République a annoncé le confinement, il y a beaucoup d'artisans qui ont pris en fait pour argent comptant, et à juste titre, au regard du discours qui a été tenu, confinement, je ferme mon entreprise, je mets tout le monde au chômage partiel et j'attends que ça se passe. Et donc tout le monde a fermé. Donc nous, on le voit. Aujourd'hui, je serais un petit peu embêté d'avoir à gérer un vrai dossier d'urgence, puisque j'ai quelques artisans qui m'ont dit qu'ils seraient là en cas vraiment de gros pépins. Mais effectivement, c'est quelque chose, moi, qui me trotte dans la tête, parce que je n'aurai pas tous les outils qu'on a habituellement à disposition pour être très efficace. Et après, sauf effectivement à faire intervenir les pompiers, mais qui ne sont pas toujours les plus enclins à intervenir sur certains sinistres. Donc, le sujet, moi, il est plutôt d'ordre technique, pratique. Et puis après, juridique et financier, si vous voulez, on y arrive toujours. Mais c'est aujourd'hui, voilà, c'est vraiment la technique pratique qui me semble être la plus problématique aujourd'hui pour nos entreprises, vu que le tissu économique c'est pour ainsi dire complètement arrêté. Et donc voilà, c'est un peu le vrai problème. Moi, je le vois plutôt à ce niveau-là. Alors, ça pourrait rebondir sur un aspect juridique. Je pense à la force majeure. Le syndic de copropriété, lui, peut être en mesure de réagir. Il a fait les démarches nécessaires. Il a demandé, par exemple, à certaines entreprises d'intervenir, mais il se heurte à une situation qui s'impose à lui, une circonstance extérieure qui s'impose à lui. Il ne peut pas faire autrement. Donc, je pense que ça peut rebondir après sur le terrain de l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité du syndic de copropriété, étant précisé que là, je pense qu'on pourrait très bien imaginer que si contentieux il y avait, le syndic pourrait mettre en avant avec succès cette hypothèse particulière de confinement et d'arrêt de l'activité économique. La force majeure s'impose à lui. Il a fait tout son possible pour y arriver, mais comme on dit, Il n'y est pas arrivé. J'espère qu'on n'aura pas à traiter ça. J'espère aussi pour tous les syndics de France. Une interrogation qui revient très régulièrement et que j'ai même entendue d'ailleurs dans les médias. Peut-on interdire l'accès aux parties communes? Peut-on prévoir un règlement intérieur? Je pense que les deux aspects sont liés. Je propose de les aborder ensemble. Alors, bien entendu, on parle toujours de mesures de précaution, de mesures préventives aussi, les gestes barrières, vous en avez parlé, le civisme également de chacun, puisque c'est dans la communication que le syndic fait aux copropriétaires. Il y a, je pense, aussi un rappel à effectuer à propos des mesures qui semblent utiles à tout le monde, et donc empêcher la contamination dans le cadre des parties communes, et empêcher également que certains d'entre les copropriétaires ne soient affectés. La règle de base, elle est simple, c'est l'article 3 de la loi de 1965. Les parties communes sont à l'usage de tous les copropriétaires ou de plusieurs des copropriétaires selon qu'on se trouve en partie commune générale ou partie commune spéciale. Le problème, c'est que, égard au confinement et au caractère exceptionnel, est-ce qu'on peut imaginer, c'est ce à quoi j'ai songé. Je ne sais pas si c'est une mesure qui serait appréhendée sur le plan strictement juridique comme étant correcte, mais on peut très bien imaginer que le syndic de la copropriété, en concertation avec le conseil syndical, édicte en quelque sorte en règlement intérieur, un mémorandum, tout ce que vous voulez, qui prévoit un certain nombre de mesures qui pourraient être soit incitatives, soit peut-être un peu plus radicales. Mesures incitatives, par exemple, et j'ai eu le cas de lire un article d'un journal lyonnais il y a quelques jours, qui évoquait ce cas d'une copropriété dans laquelle
conseil syndical et syndic s'étaient entendus pour établir des horaires pendant lesquels les copropriétaires pouvaient sortir dans les parties communes si c'était une petite copropriété. Et donc, à tour de rôle, les copropriétaires pouvaient se rendre dans le parc ou dans le jardin de la copropriété, déterminer des horaires, déterminer également des gestes, des comportements à adopter. Est-ce que c'est port du masque, est-ce que c'est port de gants, etc. Mais ça peut être aussi parfois des mesures un peu plus radicales, des mesures qui pourraient conduire par exemple à fermer des locaux, à fermer un certain nombre d'endroits dans la copropriété qui pourraient être susceptibles d'être fréquentés par plusieurs personnes en même temps, et ce qui aboutirait à rendre le confinement moins prégnant, moins réel. Interdire aux enfants de se promener tout seuls dans les couloirs, dans les parties communes. On pourrait imaginer ce genre de choses. Alors, bien entendu, ça n'aurait pas de portée juridique effective. On ne va pas remplacer ni le règlement de copropriété. Je ne pense même pas qu'un règlement de copropriété puisse l'invoquer, puisque là, c'est vraiment une atteinte à la liberté de déplacement. Mais ce serait, on en parlait tout à l'heure, vous l'évoquiez, une mesure de bon sens, une mesure, je dirais, pratico-pratique. Bien entendu, il serait hors de question pour un syndic de copropriété de constater une quelconque violation du règlement intérieur ou d'en déduire les conséquences. Mais là encore, faire appel au civisme de chacun et au fait qu'on est confiné dans un même immeuble. Il faut faire avec, on va essayer d'organiser ça de la meilleure des façons possibles. Ouais, vous avez raison. En fait, moi, je crois qu'il ne faut pas non plus chercher à faire trop compliqué. Je pense que ce que l'État nous demande en tant que citoyen à l'extérieur de chez nous, en fait, on doit appliquer la même chose à l'intérieur. Ni plus ni moins. Et donc, par contre, il faut effectivement que chacun respecte les règles du jeu. Donc, les règles du jeu, on peut les rematérialiser éventuellement, mais on va ni plus ni moins redire ce que dit l'État, puisque ça ne sert à rien d'aller plus loin, à mon sens. Et après, effectivement, on peut imaginer, par exemple, sur une copropriété où on a des espaces verts ou alors un tennis, piscine ou autre. Alors, la piscine, c'est un petit peu tôt, il fait encore un peu frais, mais sur le tennis, on pourrait imaginer qu'une famille qui habite dans un même appartement puisse jouer au tennis pas plus d'1 heure par jour au titre de l'activité sportive qui est prévue à la dérogation de sortie de chez soi. Si ça fonctionne et que techniquement le conseil syndical, est appuyé du syndic, mais essentiellement du conseil syndical quand même, arrive à l'organiser et que ça fonctionne et que c'est respecté, alors à la limite, c'est parfait. Et si effectivement on se rend compte que ça ne fonctionne pas, puisque le français n'est pas toujours très obéissant, et on l'a vu sur les premiers jours du confinement, et bien à ce moment-là, nous, notre rôle, c'est de dire, à ce moment-là, on va fermer le tennis, et puis c'est fini. Et là-dessus, alors, le tennis ou l'accès au jardin, ou si les gens ne sont pas raisonnables, effectivement, on peut à ce moment-là reprendre le contrôle de certains accès. C'est politiquement pas évident, mais à la limite, ça pourrait être une position un petit peu extrême. Ceci étant, voilà, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous citoyens et qu'on respecte les règles. C'est-à-dire que ce qui se passe dehors doit se passer dedans. Et donc, voilà, c'est pas plus d'1 heure maximum de sortie. Et encore, c'est quand vraiment on n'en peut plus. Et normalement, on ne sort pas de chez soi, quoi, sauf pour quelque chose d'essentiel. Voilà, après, effectivement, j'entends. Moi, j'ai eu le cas de cours communes où il y avait des enfants. Donc, les familles avaient fait un WhatsApp de l'immeuble pour justement gérer de façon intelligente les créneaux horaires pour pas qu'ils se croisent dans les communs. Et voilà. Et j'ai un client qui n'était pas très satisfait de ça. Et j'ai laissé faire. Et après, je suis revenu vers lui en disant est-ce que ça se passe bien? Il me dit écoutez, parfait, ça se passe super bien. Donc, pas besoin d'intervenir de votre côté. Je dis ok, s'il y a besoin qu'on rappelle les règles, je le ferai. Et en fait, ils se sont autogérés plutôt bien. Donc voilà, donc je crois qu'il ne faut pas avoir. En fait, on ne peut pas répondre à tout, encore une fois, mais le pragmatisme, c'est de se dire ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on nous demande en tant que citoyen, on l'adapte chez soi à la configuration de sa copropriété. Effectivement, si tout le monde fait du sport dans la cage d'escalier à 7 h du matin et qu'il y a 30 personnes qui montent et qui descendent les escaliers, ça ne va pas. Mais là, pour le coup, nous, on pourra simplement rappeler la règle et ça va s'arrêter là. Puisque après, moi, je n'ai pas de pouvoir de police et de toute façon, il ne se passera pas grand-chose d'autre. Et en plus, nous, techniquement, on n'a pas forcément le droit non plus de se déplacer pour remettre en ordre. Donc, voilà, donc ce qu'il faut, c'est effectivement le bien vivre ensemble, le consensus, et puis faire au mieux et être, encore une fois, des citoyens intelligents. Alors, vous me tendez la perche, puisque le prochain thème que je voulais aborder avec vous concerne l'attestation de déplacement dérogatoire. On lit beaucoup de choses
dans les journaux. On entend beaucoup de choses également dans les médias. J'ai eu l'occasion pour regarder un petit peu dans le cadre de la présentation de cette intervention, de voir qu'il y avait des sons de cloche assez différents sur l'utilisation et la nécessité d'avoir une attestation de déplacement dérogatoire. Je vous rappelle le particularisme de la copropriété, puisque on est dans un immeuble dit collectif. On est dans un immeuble également privé. On verra que ça peut avoir son importance dans quelques minutes. Et donc, on le sait, les textes ne peuvent pas prendre en compte toutes les situations particulières qui peuvent se présenter sur le territoire, notamment lorsque l'état d'urgence a été décrété et l'obligation de confinement décrétée également. Et donc, la question peut se poser de savoir si on doit utiliser et avoir sur soi l'attestation de déplacement dérogatoire pour circuler dans les parties communes quand on est dans un parc, quand on est dans une cour, etc. Je voudrais vous rappeler les textes à proprement parler pour évoquer la problématique. C'est un décret du 23 mars 2020 qui a créé le confinement, puisque on vous dit dans l'article 3 de cette disposition, jusqu'au 31 mai 2020, tout déplacement de personnes hors de son domicile, je cite, est interdit à l'exception de, et on a les circonstances que vous connaissez qui figurent sur la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire. Le hors de son domicile, effectivement, on pouvait très facilement imaginer qu'on sorte dans la rue, mais le hors de son domicile, c'est le point qui est visé pour le confinement. J'ouvre et je ferme une petite parenthèse. Je me suis rendu compte dans les questions qui ont été posées par les personnes qui nous écoutent qu'il y a parfois une confusion entre confinement et état d'urgence sanitaire. Le confinement, il date du 23 mars 2020 et il va durer jusqu'au 31 mai 2020. En tout cas, d'après les textes applicables aujourd'hui. L'état d'urgence sanitaire, c'est autre chose. L'état d'urgence sanitaire va prendre fin à une autre date. C'est le 24 mai, si je me souviens bien. Donc, 23 mai, l'état d'urgence sanitaire prend fin. Donc, le 24, a priori, il disparaît, sauf reconduction. Donc, attention, les dates, déjà, ne sont pas les mêmes. On ne parle pas de la même chose quand on parle de confinement et quand on parle d'état d'urgence. Le confinement est une conséquence de l'état d'urgence sanitaire, mais attention, on n'est pas dans des périodes et dans des situations qui sont identiques. Ce dont on parle, l'attestation de déplacement dérogatoire, concerne uniquement ce qui est lié au confinement et donc le fait d'être hors de son domicile. Mais, on le sait, la lettre du texte n'est pas nécessairement en rapport avec ce que l'on connaît dans la réalité. En effet, est-ce qu'on peut considérer que le fait d'être dans les parties communes, c'est être hors du domicile? Je pense que oui. Sauf qu'on n'est pas nécessairement sur la voie publique. Je rappelle que l'immeuble en copropriété est un immeuble soumis au droit, mais c'est du domaine privé. On n'est pas sur la voie publique quand on est dans une partie commune de copropriété. D'où un certain nombre de questions à la fois juridiques et pratiques. Alors là aussi, je ne pense pas qu'on ait la réponse, mais voilà les différentes réflexions auxquelles on peut réfléchir. Le syndic peut-il opérer des contrôles dans le cadre des parties communes? Est-ce qu'il peut même, à la limite, demander une attestation de déplacement dérogatoire aux intéressés? Bien sûr que non. Pour moi, c'est impossible. Simplement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a une démarche pédagogique du syndic, une démarche visant à prendre un certain nombre de précautions et rappeler aux copropriétaires les dangers qu'il peut y avoir pour eux comme pour leurs proches à faire en sorte qu'ils se déplacent dans les parties communes si ça n'est pas pour un besoin qui est si vous avez une personne qui, par exemple, passe toute sa journée dehors sous prétexte qu'elle est en appartement et qu'elle préfère être dehors dans la cour. Là, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être susceptible de créer un danger ou faire preuve peut-être d'incivilité parce qu'on n'ose pas aller dans la cour si une personne est déjà dans la cour. Donc, ça peut être quelque chose d'assez embarrassant. Mais je ne pense pas que le syndic de copropriété puisse s'arroger le droit de faire la police au sein de lui-même. Enfin, là-dessus, pour moi, c'est clairement évident que ce n'est pas tout dans notre rôle. Et puis, en plus, on n'a pas la compétence de police.
Et puis, donc, l'attestation dérogatoire, on peut l'avoir dans sa poche, mais pour se balader dans les parties communes, effectivement, personne n'est enclin à pouvoir la demander. Il faut l'avoir surtout quand on sort dans la rue. Et le législateur, quand il a écrit, qu'il a publié cette ordonnance, et cette dérogation, quand il a dit on quitte son domicile, il n'a même pas imaginé qu'il y avait des parties communes, des parties privatives. Et donc, c'est pour ça que nous, c'est un peu une question de spécialiste de se dire dès qu'on sort de chez soi, on n'est plus dans le domicile, mais on est dans les parties communes. Donc pour moi, l'attestation, on peut circuler dans son immeuble sans attestation. Il faut l'avoir quand on sort dans la rue. Mais après, encore une fois, c'est toujours pareil. Ce que vous disiez à juste titre, c'est le civisme. Si quelqu'un, effectivement, utilise la cour de 5 heures ou 6 heures par jour, en fait, il empêche d'autres de pouvoir y accéder de façon sécuritaire. Et là, ce n'est pas normal. Et effectivement, à ce moment-là, c'est à nous. Si on a des remontées qui nous identifient le copropriétaire ou l'occupant, je dirais, qui fait preuve d'incivilité, c'est à nous de lui rappeler les règles essentielles. Il les respecte ou ne les respecte pas. Après, là-dessus, je dirais, on n'a pas attendu le Covid-19 pour voir de l'incivilité. On en a vu avant, on en verra pendant et on en verra malheureusement après. Donc, il faut le régler. Comme on essaye de le régler, l'incivilité, ce qui est d'ailleurs dans le métier, c'est ce qui est quasiment plus difficile à régler, c'est l'incivilité, puisqu'on a très peu de moyens pour régler cette incivilité. Voilà. Après, pour rebondir quand même, comme disait notre président, on est en état de guerre et aujourd'hui, ce qu'on disait, j'ai eu, moi, écho d'interventions policières à Lyon pour rentrer dans des cours privées d'importance, où il y avait 500-600 logements qui donnent sur une grande cour commune, où effectivement, sur le premier week-end du confinement, c'était les vacances. Et c'était Paris-Plage. Et donc, ce n'était pas possible. Et là, la police est venue parce qu'on est en état d'urgence et que ça outrepasse toutes les règles de fonctionnement habituel. On est en guerre, comme disait Emmanuel Macron. Et donc, il va se passer des choses, en fait, presque hors cadre juridique et qu'il va falloir qu'on gère et puis qu'on gère au mieux. Voilà, effectivement, les forces de l'ordre qui sont rentrées dans cette cour commune, je ne suis pas certain qu'elles aient bien vérifié que le procès verbal de l'Assemblée générale avait autorisé à ce qu'ils puissent rentrer. Ils sont rentrés parce qu'ils ont été sollicités par des copropriétaires qui avaient peur, à juste titre, d'une contagion au sein de l'immeuble parce que tout le monde était agglutinés les uns sur les autres. Donc, voilà, donc, c'est comme ça qu'il va falloir réagir et puis effectivement de prendre encore une fois ce qu'on disait depuis le début, c'est du cas par cas, il faut s'adapter et il faut qu'on s'adapte rapidement. Et puis effectivement, et après, quand on sera sorti de tout ça, on pourra peut-être débriefer sur certaines choses qui ont fonctionné et moins bien pour en tirer toutes les conclusions et puis après changer peut-être des axes des façons de penser, des façons de travailler, des façons de légiférer peut-être aussi. Voilà. Mais là-dessus, c'est pas encore temps, mais le temps du bilan sera important, je pense. Oui, c'est intéressant ce que vous signalez à propos de la police parce qu'un certain nombre de praticiens, que ce soit des avocats, des syndics, par exemple, m'ont posé la question ces derniers jours en disant l'Assemblée générale a voté il y a quelques années l'autorisation permanente, vous savez, pour la police ou la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes. Est-ce que, à cette occasion-là, la police pourrait rentrer dans les parties communes parce que on signale, et c'est notamment la directrice générale de l'Agence nationale d'information sur le logement qui l'avait signalé il y a quelques temps, dans la copropriété, les allées, par exemple, de la copropriété sont des voies privées et la police ne peut verbaliser que dans le cadre des voies dites publiques. Oui, mais comme vous le disiez, et on n'a pas le texte là-dessus, je n'ai trouvé en faisant une recherche rapide qu'une réponse ministérielle sur cet aspect-là, une réponse ministérielle du 28 juin 1999. Alors, vous savez ce que c'est une réponse ministérielle, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le fait que lorsqu'un député ou un sénateur, un parlementaire pose une question à un ministre sur l'application de telle ou telle règle juridique, le ministre va répondre en disant voilà l'opinion, la doctrine des pouvoirs publics, c'est celle-ci. Et dans cette réponse ministérielle, il avait été évoqué la possibilité pour les officiers de police judiciaire de pénétrer dans les parties communes d'une copropriété à la demande des habitants. C'est-à-dire que vous auriez des habitants qui vont signaler que d'après eux, il y a la commission d'une infraction, la police pourrait rentrer dans les parties communes de la copropriété. Je pourrais très bien imaginer, j'ai vu un ou deux reportages là-dessus, des grandes copropriétés. Des copropriétés telles qu'on les connaît, notamment dans la région parisienne, certaines copropriétés, notamment il y en a une grande à Marseille, la Rouvière ou Super Rouvière, où vous avez des milliers et des milliers de copropriétaires avec de larges parcs, des espaces verts, des allées.
Et on pourrait très bien imaginer à ce moment-là que des copropriétaires disent mais attendez, là on fait n'importe quoi, on organise des parties de football dans les cours ou dans les espaces verts, c'est pas possible, il faut impérativement que la police vienne y mettre de l'ordre. Bon, on pourrait très bien faire en sorte que, vous savez que c'est une infraction, hein, c'est une contravention, le fait de se promener en dehors des hypothèses prévues par la dérogation et sans attestation d'ailleurs signée avec la date et l'heure de la sortie. Donc, ça pourrait être une situation envisageable dans des situations, on va dire, assez tendues, lorsqu'il y a des conflits entre copropriétaires, lorsqu'il y a un incivisme généralisé au sein de la copropriété. Attention, je crois savoir aussi que les préfets peuvent, par arrêté, limiter la liberté de déplacement dans les parties communes. Et là aussi, je peux imaginer une mesure de ce type-là dans certaines grandes copropriétés. Ça pourrait être l'occasion de verbaliser, ou en tout cas de faire là aussi preuve d'une certaine pédagogie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ça? Non, je crois que c'est ça. Il faut toujours pédagogie, s'adapter et puis raisonner au cas par cas. Effectivement, une copropriété où il y a 8 ou 9 000 personnes qui cohabitent, c'est une ville dans la ville. Il y a des villages qui sont bien plus petits que ça en France. Oui. Donc, effectivement, ça reste quelque chose de très atypique et qui se gère de façon atypique. Et effectivement, je pense que dans ces copropriétés-là, que je ne gère pas, effectivement, les forces de l'ordre doivent circuler en voiture comme s'ils étaient dans la ville. Et ça me paraît bien normal et qu'ils puissent verbaliser, puisque ce serait sinon une zone de non-droit, et ce qui paraît effectivement compliqué à entendre dans le contexte actuel. Donc il faut, voilà, je suis d'accord, il faut toujours adapter les dispositifs à la configuration du site. Alors, il y a certains copropriétaires apparemment qui nous écoutent aussi, il n'y a pas que des professionnels, puisqu'une question visait spécifiquement l'attitude à avoir en présence d'un cas de Covid-19 au sein de l'immeuble. Est-ce est-ce qu'il y a un texte, est-ce qu'il y a une démarche à prôner en présence de cette situation-là? Je n'ai rien trouvé de particulier. Non, à mon avis, il n'y a pas de texte, et heureusement, ou je ne sais pas, mais le réflexe, encore une fois, c'est le pragmatisme, c'est qu'on analyse la situation. Si on sait qu'un de ses voisins est malade, eh bien, c'est déjà de se protéger si jamais on doit le croiser. Alors normalement, si lui aussi fait preuve de civisme, il ne va pas sortir de chez lui, il va se confiner au sein de son appartement. Donc après, si c'est une personne seule, c'est peut-être faire jouer la chaîne de solidarité pour justement qu'il évite de sortir pour faire ses courses. Et à ce moment-là, si vous voulez, d'aller lui porter ses courses, par exemple. Mais ça échappe à notre mission de base et essentielle du syndic. Là-dessus, on est dans la mécanique humaine du quotidien. Et quelque part, on n'est même plus dans notre rôle d'aller organiser ça. On peut, si on sait que ça dérape, que ça se passe mal, que celui qui est malade fait n'importe quoi, alors on peut effectivement peut-être lui écrire, mais quand bien même, parce qu'on fera preuve à de l'incivilité. Mais après, voilà, cette mécanique du quotidien, ce n'est pas notre mécanique à nous. Nous, on gère un peu les grandes masses, et le fait d'aller porter ses courses aux voisins, c'est très bien, mais c'est pas moi, c'est pas nous, syndic, qui devons être à l'origine de ça. Enfin, c'est plus notre rôle. Là-dessus, on n'est pas les papas et mamans de tout le monde. On doit faire respecter et mettre un cadre, mais après, chacun doit se prendre en main, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'un cas de Covid-19 dans un immeuble, et il y en a forcément dans beaucoup de copropriétés, eh bien oui, ok, on le sait, et peut-être que même on ne le sait pas. Donc voilà, donc après, je crois que quand on le sait, il faut avoir raison garder et ne pas considérer la personne comme étant le dernier des pestiférés, puisque c'est un petit peu ce qu'on peut lire sur la toile, où il y a des infirmières qui se font fermer leurs appartements, qui se font jeter de l'immeuble. Donc c'est un petit peu triste. Là, ça fait appel à un peu mémoire à certaines années sombres. Voilà, donc il faut éviter ça, quoi. Il faut juste être juste un petit peu humain, tout simplement. Alors, une question que vous avez peut-être vu passer aussi parmi celles qu'on nous a communiquées, c'est une situation qui est originale, mais qui pourrait intéresser un certain nombre de personnes qui nous écoutent. C'est une personne qui souhaiterait mettre à disposition
du personnel hospitalier un logement qui lui appartient, qui est vacant. Et qui pose la question, est-ce que je peux le faire librement? Est-ce que vous pensez qu'il y a un obstacle quelconque au fait que je puisse mettre à disposition du personnel soignant un logement, donc un immeuble qui servirait? Alors, de mon côté, non. Je ne pense pas que ça rentre sous le coup d'une disposition spécifique. J'avais bien pensé à l'article 9 de la loi de 65 qui nous dit qu'un copropriétaire peut librement disposer des parties privatives comprises dans son lot, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou la destination de l'immeuble. J'imagine mal qu'on puisse porter atteinte aux droits des autres copropriétaires en faisant en sorte de faire venir des gens qui sont potentiellement affectés du Covid-19. Non, je ne pense pas. On est, vous l'avez dit aussi, dans une situation exceptionnelle. Ça n'est pas mettre en danger véritablement les copropriétaires que d'admettre ce genre de Encore une fois, si les gestes barrières sont respectés, il n'y a pas de sujet. Moi, le seul sujet que je vois, parce que l'administration fiscale française n'aime pas trop le thème de gratuité, et il pourrait peut-être se faire, cette personne, retoquer sur la valorisation des loyers qu'il aurait fait gratuitement au profit du personnel médical. L'administration fiscale, au titre de ses déclarations de revenus fonciers, pourrait estimer qu'il doit valoriser les loyers qu'il n'a pas encaissés et pendant le temps où il a mis son appartement à disposition à titre gratuit. C'est le seul petit point, si vous voulez, de vigilance, c'est ça, c'est la gratuité. Le fisc n'aime pas beaucoup. Et donc, voilà. Mais j'espère que s'il le faisait, et c'est tout à son honneur, il ne se ferait pas retoquer par le fisc sur les 2 mois ou 3 mois de gratuité qu'il aurait accordé pour loger du personnel médical. Oui, en tout cas, il faut l'espérer. Il nous reste une dizaine de minutes pour évoquer la question des charges de copropriété. Je pense qu'on est assez clair, là, on pourra être assez clair là-dessus. Charges de copropriété, plusieurs questions tournent autour du même thème. Est-ce qu'un copropriétaire peut être dispensé de payer les charges de copropriété ou de refuser de payer les charges de copropriété eu égard à cette situation particulière? Alors, vous avez un appel de fonds qui est adressé par le syndic de la copropriété qui va continuer de travailler, on le sait, on l'a dit. Moi, de mon côté, et encore une fois, là, je me place uniquement sur le terrain juridique, il peut y avoir une réponse également pratique qui irait, je pense, dans mon sens, tout en l'aménageant. C'est non, pas de possibilité de dispense, pas de possibilité de refus. On est dans l'une des obligations les plus importantes, voire l'obligation déterminante d'un copropriétaire qui est de payer les charges de copropriété. C'est l'article 10 de la loi de 65 qui nous le dit. Donc, pas de possibilité du tout de refuser de payer les charges, quelles que soient les circonstances d'ailleurs, puisqu'on a eu par le passé, même si ça n'a pas l'ampleur que ça a aujourd'hui, on a eu par le passé des exemples de copropriétés confrontées à des situations exceptionnelles, telles qu'un incendie, par exemple un incendie partiel qui affecte une partie de l'immeuble, et je me souviens notamment d'un immeuble à Marseille il y a quelques années, qui avait été en partie évacué, et les copropriétaires qui avaient été relogés dans les hôtels recevaient les appels de fonds du syndic de copropriété. Certains s'étaient étonnés, voire offusqués de recevoir un appel de fonds en disant on ne peut pas habiter dans l'immeuble, donc on ne peut pas nous demander de payer les charges de copropriété. C'est quelque chose c'est un argument en tout cas qui ne peut pas être entendu, y compris par un juge si on va en justice. On ne peut pas non plus, et l'argument a été invoqué plusieurs fois, notamment devant la Cour de cassation ces dernières années, l'exception d'inexécution. C'est-à-dire le mécanisme qui permet à une personne, débitrice d'une obligation, d'invoquer une circonstance qui empêche l'autre partie ou qui fait que l'autre partie n'exécute pas ses propres obligations pour valablement ne pas exécuter les siennes. En clair, tu n'exécutes pas tes obligations, mais moi, en retour, je n'exécute pas la mienne, j'ai un motif légitime pour ne pas exécuter mes obligations. L'exception d'inexécution n'a jamais été validée par la position de la Cour de cassation. Il n'y a aucune raison valable, nous dit la Cour de cassation, pour qu'un copropriétaire refuse de payer les charges. Si les travaux ne sont pas exécutés, si une décision de l'Assemblée générale n'a pas été mise en œuvre par le syndic, etc., ça n'est pas un motif suffisant. On peut avoir une façon judiciaire de régler le problème, mais le paiement des charges de copropriété, pour moi, c'est quelque chose d'impératif. Alors, on entend parler beaucoup de ce décret du 31 mai 2020 qui concerne le paiement des loyers, factures d'eau, de gaz, d'électricité, mais uniquement afférent, j'insiste, aux locaux
professionnels des entreprises affectées par l'épidémie. Déjà, on vise les loyers commerciaux, les loyers professionnels. Et attention, ça n'est pas une dispense. Des micro-entreprises. Et des micro-entreprises. C'est même pas tous les, c'est les micro-entreprises, moins d'1 million d'euros jusqu'à 10 salariés. Voilà, il y a les conditions spécifiques qui sont posées, mais ce n'est même pas une dispense de payer les loyers ou de payer les sommes. On vise ici uniquement les conséquences du non-paiement, à savoir qu'on va faire échec à des intérêts de retard, on va faire échec au jeu d'une clause pénale, on va faire échec à une action en résolution du contrat, à une clause résolutoire. Ce sont seulement les sanctions qui sont paralysées. Ce n'est pas l'obligation de payer. Alors, s'agissant des loyers des particuliers, notamment la loi du 6 juillet 89 sur le bail d'habitation, elle n'est pas concernée par le texte, ni même, et j'insiste, les charges de copropriété. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Par analogie avec ce qui s'est fait pour les TPE, il est bien évident qu'il faut qu'on soit, nous, professionnels, conscients que tout le monde va être ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde. Et donc, effectivement, il va falloir qu'on soit, je dirais, qu'on soit très vigilant sur les encaissements des charges de copropriété, mais qu'on soit aussi vigilant et compréhensif, puisqu'on peut aménager, mais à ce moment-là, il faudra le faire, je dirais, en se mettant autour d'une table et en discutant de façon claire et transparente. Et là-dessus, je pense qu'il vaut mieux un bon arrangement qu'un procès, comme on dit. Et puis après, l'autre partie complètement technique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tribunal qui fonctionne et que je me verrais vraiment très embêté d'aller demander. Les huissiers ne travaillent quasiment pas non plus, donc d'aller faire délivrer des actes pour un copropriétaire qui n'aurait pas réglé son deuxième trimestre de charges de copropriété qu'il a reçu il y a à peu près une semaine, me paraîtrait être compliqué et même facturer des frais de relance. Je pense qu'il faut qu'on soit là. Il faut analyser et ça va être un petit peu du cas par cas. Mais je pense qu'il faut aussi, effectivement, sur les gros process de relance industrialisée, il faudra peut-être avoir un œil un petit peu plus humain et pour peut-être appréhender certaines échéances. En toute telle cause, les charges sont dues, elles seront dues, il n'y aura aucune exonération, il ne faut pas compter là-dessus, puisque de toute façon, l'immeuble continue de fonctionner indépendamment du virus qui circule sur notre territoire. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, les charges sont bien dues intégralement. Oui, je rappelle, j'ai souvent l'habitude d'ailleurs de rappeler un arrêt de la Cour de cassation que j'estime être l'un des plus importants en 1984, qui soulignait que le paiement des charges de copropriété, c'est le soutien de l'obligation du syndicat des copropriétaires d'assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Si vous fermez en partie le robinet qui permet au syndicat des copropriétaires de fonctionner, ce sont les copropriétaires eux-mêmes qui vont ensuite en subir les conséquences. Donc, voilà, vous avez raison. Moi, j'ai eu des questions sur est-ce que je peux procéder à notamment de syndic de copropriété pour les mauvais payeurs, sur le jeu de l'article 19.2 de la loi de 105, c'est-à-dire l'exigibilité immédiate des provisions, par exemple, sur la procédure de saisie immobilière. Bon, la saisie immobilière, déjà, dans un premier temps, il faut que l'Assemblée générale ait décidé. Bon, vous savez ce qu'il en est. Deux, si l'Assemblée générale l'a décidé, les tribunaux ne sont pas en mesure de fonctionner. L'huissier, c'est pareil, il ne va pas délivrer le commandement de payer. Donc, je pense qu'on est dans une spirale qui fait que les procédures dites judiciaires qu'on peut utiliser habituellement, on va les mettre de côté, en tout cas jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal de nos institutions judiciaires. Il y a un cas spécifique que je vois passer parce que les notaires communiquent très, très volontiers là-dessus, c'est le fait que les actes de vente, les ventes électroniques, sont excessivement bien utilisé aujourd'hui et effectivement, on s'aperçoit que des ventes sont toujours conclues par les notaires en vertu justement de la possibilité qu'a un notaire de recourir à l'acte électronique. Et on pourrait très bien imaginer, c'est un point que j'avais vu il y a 2 jours, qu'un syndic de copropriété soit averti par le notaire de l'existence de la vente, puisque vous savez qu'on doit être averti par un avis de mutation dans les 15 jours de la vente. Mais le problème, c'est l'être recommandé. Il faut envoyer l'être recommandé au syndic. Le syndic qui doit faire opposition, de recourir à un acte d'huissier, a compris qu'on tourne un peu en rond et les moyens habituels dont on dispose en copropriété ne sont pas susceptibles de jouer à plein. Le dernier point. Je rajoute une problématique sur ça, c'est la problématique postale, parce que le recommandé, il faut encore qu'on le reçoive.
et qu'on le Bien reçoive dans sûr. le délai. Et aujourd'hui, on a un flot de courrier, un flux de courrier qui est quasiment pas inexistant, mais pas loin. Et donc, il y a sûrement des notifications qui sont en stand-by. Si effectivement, on pourrait avoir effectivement des cas un peu compliqués à gérer quand nous, on est notifié, passer le délai de 15 jours parce que la Poste a failli un petit peu dans sa mission. Il y aura peut-être quelques cas, effectivement, un petit peu complexes, si effectivement on n'est pas réglé des charges qui avaient été émises et qu'on n'est pas en mesure de faire les oppositions judiciaires. Là, effectivement, là, je n'ai pas de réponse parce que on verra, malheureusement. Et pour terminer, le dernier point, ce qui est dans le droit fil de ce qu'on était en train d'aborder, à propos du budget prévisionnel, puisque, bien entendu, bon, si vous conservez votre mandat, eu égard à l'ordonnance qui est intervenue, vous ne pouvez pas réunir l'Assemblée générale. Assemblée générale qui devait statuer sur l'approbation des comptes, mais aussi sur le vote du budget prévisionnel pour l'année prochaine. Question, est-ce qu'on peut procéder à des appels de fonds exceptionnels qui seraient validés a posteriori par l'Assemblée générale? Selon moi, oui. Je pense que c'est une mesure, si vous n'avez pas, si le budget prévisionnel déjà, si le budget prévisionnel précédent arrive à échéance, si vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'avoir des ressources pour faire fonctionner le syndicat pendant la période intermédiaire jusqu'à la réunion de la prochaine Assemblée générale. Appel de fonds exceptionnel, oui, vous savez, mais il y a très peu de syndicats qui le font en pratique, qui le faisaient en pratique, mais vous avez l'interdiction de faire des avances de fonds, y compris dans l'intérêt immédiat du syndicat des copropriétaires. Mais pour l'appel de fonds exceptionnel, je dirais qu'on peut utiliser cette technique en attendant la réunion au plus rapidement de l'Assemblée générale qui serait amenée à valider d'abord cet appel de fonds, puis ensuite le budget. Qu'on doit réunir avant le 30 juin, pour un immeuble qu'on clôture 31 décembre. L'année dernière, on a voté le budget de 2020. Et là, à l'Assemblée générale, j'aurais fait éventuellement réactualiser 2020, voter 2021. Donc, en fait, moi, j'ai déjà mon budget 2020, pas forcément réactualisé. Donc, on est en mesure de l'appeler, en fait, le budget. Si ça durait très longtemps et qu'on ne puisse pas tenir d'Assemblée générale avant le 1er janvier 2021, où là, on pourrait être un petit peu embêté. Mais sinon, jusqu'au 1er janvier, jusqu'au 31 décembre, pour les immeubles, on va dire année civile, on est en mesure d'appeler les charges sur un budget pas forcément réactualisé, mais au moins sur celui qu'on avait validé l'année dernière. Donc, ça peut fonctionner. Ouais, sur les échos que j'ai eus pour beaucoup de vos confrères qui ont eu la même réaction, qui ont eu la même anticipation. Juste, parce que mais on avait une petite question rapidement sur les assemblées générales qui avaient été convoquées non tenues. Et donc, le conseil qu'on peut donner, et c'est ce que nous donnent nos chambres syndicales, c'est de rédiger un PV de carence très léger, PV de carence qu'on ne diffuse pas aux copropriétaires, qu'on garde dans le registre des procès-verbaux, qu'on peut mettre en ligne sur les intranets. Mais les conseils de nos instances syndicales, c'est effectivement de dresser un petit procès-verbal de carence pour racter le fait que l'Assemblée générale convoquée régulièrement n'a pas pu se tenir pour des raisons dont on connaît évidemment tous le contexte. Voilà, donc ça c'est peut-être un petit rappel important. Et puis ce dont on avait discuté tous les deux en préparant ensemble cette intervention, c'était sur les nouvelles convocations à produire. Et ben effectivement, pour ce qu'on disait tous les deux, c'est qu'elles sont dans les formes initiales prévues par la loi. Donc on renvoie toutes les pièces jointes, l'intégralité des devis. Il n'y a pas en l'état actuel des textes, il n'y a pas de convocation allégée au motif Covid-19. Donc si on reconvoque intégralement et effectivement avec les frais inhérents à la reconvocation. Enfin, ça, c'est mon opinion. Elle n'est pas partagée par tout le monde, notamment pour les syndics qui doivent reconvoquer, mais lorsque la convocation génère des frais, lorsqu'il y a plusieurs centaines de personnes notamment, on est parfaitement conscient que ça génère des frais supplémentaires. Mais selon moi, on part sur une nouvelle convocation d'Assemblée générale, même si l'Assemblée générale a été convoquée, mais qu'elle n'a pas pu, comme vous disiez. Alors, comme il sort une ordonnance par semaine, peut-être que dans une ordonnance à venir, on aura un dispositif qui nous permettra de soit convoquer avec une formulation un petit peu légère ou alors de faire supporter les frais de seconde convocation par le syndicat des copropriétaires intégralement. Après, voilà, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, en l'état actuel de nos connaissances, on est dans une convocation classique.
Oui, il m'a été signalé d'ailleurs qu'un certain nombre de questions d'ordre pratique de ce type étaient remontées au ministère en charge du logement et à la chancellerie, de telle manière qu'on puisse avoir des mesures complémentaires, puisque je vous rappelle que la loi d'habilitation qui bénéficie au gouvernement lui permet d'adapter le fonctionnement des copropriétés. Donc, ça n'est pas une ordonnance nécessairement ponctuelle, mais il peut y avoir un autre train d'ordonnances ou de dispositions complémentaires qui viennent prévoir des aménagements ou des dispenses dans un certain nombre d'hypothèses. Tout à fait. Il me reste à vous remercier. Vous remercier d'abord Renaud Francher de nous avoir accompagnés pendant cette heure. C'était avec un grand plaisir. Remercier également tous les participants, puisqu'il y en a encore un certain nombre à nous suivre et on les remercie énormément. Et je voulais vous signaler que d'autres types de webinaires de ce type pourront être programmés dans les jours ou les semaines qui viennent pour vous tenir au courant des développements, pour aborder d'autres points que vous souhaiteriez également voir résolus, ou en tout cas avec des pistes de solutions qui vous sont données. Et je voulais vous signaler que l'intervention que vous venez de suivre sera diffusée elle aussi sur la chaîne Edilex sur YouTube. Je crois que la mise en ligne se fera demain, donc vous aurez la possibilité de la réécouter si vous le souhaitez. Encore merci à tous et à bientôt. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.